Salut tout le monde et bienvenue à Zone Junior, épisode numéro 16. Jérôme Bérubé avec vous pour un autre épisode. De retour avec un format un peu plus qu'on connaissait au début de la saison. Les dernières semaines, j'ai fait quelques vidéos pour vous parler de quelques joueurs en particulier, dont Bradley Nadeau, Dimitri Simachev, Daniel Butte et Justin Carbonneau. Donc, on va peut-être revenir avec ça après les fights, mais il y avait quand même beaucoup d'actualités cette semaine puis la semaine passée. Donc, j'ai décidé de revenir devant la caméra, vous parler. Donc, aujourd'hui, pour l'épisode numéro 16, on a deux sujets. Donc, je suis allé faire un tour à Ottawa pour le camp d'équipe Canada Junior. Donc, ça va être notre premier sujet que je vais vous parler. Et le deuxième sujet va être le match des espoirs de la Ligue junior maritime de Québec qui a été annoncé la semaine dernière également. Donc, ça va être en gros les deux sujets que je vais vous parler. Pour le camp d'équipe Canada Junior, comme je vous ai dit, je suis allé à Ottawa le jeudi et le vendredi. Donc, j'ai vu les deux matchs contre les équipes universitaires. Pas des grands matchs, honnêtement. Le jeu était un peu décousu. Les gars cherchaient un peu de la chimie entre eux. Donc, c'était pas des grands matchs de hockey, mais quand même, c'est fun de voir les meilleurs joueurs juniors au pays. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai vu au camp. Donc, je vais vous montrer la liste des joueurs qu'il y avait au camp. Puis, je vais vous donner mon avis sur presque chaque joueur qui était au camp. Un peu qu'est-ce que j'ai pensé de leur performance, et si je suis d'accord ou pas avec le fait qu'ils ont fait Équipe Canada Junior. Donc, on va commencer avec les gardiens de but. On va passer ça assez vite, les gardiens de but. Scott Ratzlaff, qui était le troisième gardien de but l'année passée, n'a pas connu un bon camp d'entraînement et c'était le seul qui a été coupé. Je pense que Bjorn Larson, George, les deux étaient pas mal assurés d'être dans l'équipe, que ce soit comme numéro 1, numéro 2 ou même numéro 3. Mais je pense que, un peu comme Ratzall, ça aurait fallu vraiment un mauvais camp de leur part pour ne pas faire l'équipe. Les deux ont un historique avec l'équipe Canada Junior, avec Hockey Canada en fin de compte. George, on sait qu'il a gagné la médaille d'or l'année passée. Il avait été fumant au tournoi des U18 en avril. Il avait été très bon aussi en août. Donc, il y a une belle historique. Dans le cas de Bjorn Larson, un peu moins bon comme historique, mais comme on dit, hein, quand tu joues pour Hockey Canada, c'est pour la vie. Fait que, mais honnêtement, la profondeur côté gardien de but au Canada, c'est pas super bon cette année. Puis dans les dernières années aussi. Donc, et dans le cas d'Ivan Kovic, qui est un rare gardien de but de 17 ans qui fait l'équipe, je pense qu'il a gagné un peu son poste avec l'équipe avec son deuxième match contre l'équipe universitaire. Il a été fumant dans cette rencontre-là. Puis il était à son meilleur. On voyait ses qualités athlétiques, on voyait son éthique de travail. Il abandonnait jamais sur les tirs, sur les rebonds. Bonne lecture de jeu comme gardien de but. Il voit bien qu'est-ce qui se passe, même si c'est pas un grand gardien de but. Donc, selon moi, il a gagné sa place avec un bon camp d'entraînement. Surtout la partie numéro 2 a été excellent. Pour moi, il avait été un peu une invitation surprise. Je ne trouvais pas qu'il y avait une année si bonne que ça avec Brampton. Il avait connu un match assez moyen contre les États-Unis au match des espoirs. Donc, je ne m'attendais pas nécessairement qu'il soit au camp, mais il a bien fait au camp, puis il a gagné son poste. Puis, honnêtement, à moins que Bjorn Larson et George ont vraiment de la difficulté, je pense pas qu'Ivan Kovic va jouer, mais c'est évident qu'on le prépare pour l'année prochaine puis l'année d'après, pour être le gardien but d'équipe Canada en 2026 puis 2027. Si on s'en va à la défensive, quand
Cameron Allen, ça a été compliqué pour lui. Peut-être sans doute le pire défenseur, facilement, selon moi, le pire défenseur du camp et peut-être un des pires joueurs du camp. J'étais vraiment surpris quand ils l'ont invité. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup peut-être de défenseurs droitiers, mais c'est pas un gars qui a progressé depuis son. Il y a eu une belle saison de 16 ans. Mais depuis ce temps-là, c'est très, très, très moyen dans son cas, là. Donc, beaucoup de revirements de sa part. La première partie, c'était pénible un peu là, pour lui. Donc, c'est ça. Comme on dit en anglais, là, il manage pas vraiment bien le puck. Beaucoup de revirements. Puis c'est pas un gars qui a rien d'exceptionnel dans son jeu. C'est un défenseur gabarit moyen, mais il n'est pas super offensif, il n'est pas super bon défensivement. Bonne éthique de travail, quand même, peut jouer une game physique, mais il n'y a pas une vraie. Il n'y a pas une vraie identité comme joueur. Donc, il ne méritait pas de faire l'équipe. Puis, côté Upsided NHL, ça va être un problème, je pense, pour lui. En même temps, il est drafté par Washington, puis Washington sont une des bonnes équipes côté développement. Donc, on ne sait jamais, mais pour l'instant, ça ne regarde pas bien pour lui. Aki, Oliver Bonk, les deux ont joué juste une partie des deux. Ça a été correct. Les deux avaient leur poste assuré dans l'équipe. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces deux-là. Deux défenseurs droitiers. Bonk était dans l'équipe l'année passée, donc je m'attends qu'il soit un joueur qui joue dans le top 4 de l'équipe, puis qui joue des grosses minutes. C'est un gars qui peut bien défendre, mais aussi peut contribuer à l'attaque. Aki, choix des Oilers d'Edmonton. Il n'y a pas une mauvaise saison cette année avec Barry. C'est un gars qui a manqué beaucoup d'action l'année passée. Donc, c'est bon de le revoir en santé cette année, puis il démontre un peu son talent. On verra s'il est capable de vraiment performer à un haut niveau au championnat du monde junior. On verra. Je suis pas super convaincu encore dans son cas que ça va faire un joueur de la Ligue nationale. Mais pour ce tournoi-là, l'équipe Canada va avoir besoin de lui et de Bong pour vraiment bien performer parce qu'à droite, ils ont un gars comme Andrew Gibson qui a fait de l'équipe. Puis il semblait aussi être un peu comme Aki et Bonk. Gibson semblait avoir son poste assuré dans l'équipe. C'est un peu surprenant pour moi parce que c'est pas vraiment un défenseur que je trouve si bon que ça. Son année de repêchage, pas qu'il est mauvais, mais je trouve que côté habileté, côté sens d'hockey, c'est très moyen, puis peut-être même en bas de la moyenne. C'est un gros bonhomme qui patine quand même au-dessus de la moyenne, donc, puis qui peut défendre. Encore une fois, lui puis Cameron Allen, la partie numéro 1, c'était les revirements, là, il y en avait beaucoup. Et pour moi, c'est pas un joueur que j'aurais mis dans mon alignement pour le tournoi. Molendyk, il n'a pas joué aucun des deux matchs, mais il a fait partie de l'équipe. Il avait fait l'équipe l'année passée, mais il s'avait brisé un poignet dans une des parties hors concours. Donc, mais il va avoir un gros rôle dans l'équipe. C'est un gars qui a un coup de patin exceptionnel, qui peut amener de l'attaque, qui amène beaucoup d'énergie sur la glace aussi. Super bon athlète. Donc, j'ai hâte de le voir jouer contre les meilleurs au monde, là. Ça risque d'être intéressant. Puis c'est un gars qui va être, selon moi, ça va être, si c'est pas le meilleur défenseur de l'équipe Canada, il va être le deuxième meilleur défenseur de l'équipe Canada. C'est un gars qui aurait joué un gros rôle l'année passée. Et malheureusement, à cause de sa blessure, puis il a manqué à l'équipe Canada au tournoi. Est-ce qu'il aurait fait de la différence avec l'équipe Canada l'année passée? Sûrement pas, là, mais quand même. Il va avoir un gros rôle cette année. Après ça, tu as Sauer Mignot et Kaden Price. Je vais les mettre ensemble, ces deux-là, parce que les deux, je trouve que ça ressemble quand même en termes de potentiel pour la LNH. Et au camp Thomas, les deux ça ressemblait un peu. Je trouvais que les deux jouaient. Ils n'ont pas si bien fait ça au camp, mais ils n'ont pas mal fait.
Je pense qu'ils ont juste fait assez pour faire l'équipe. Ça va être plus des gars de profondeur dans, dans l'alignement d'équipe Canada. Les deux, c'est des défenseurs gauchers, à peu près exactement le même gabarit. Les deux à 6 et 1, 180. Les deux sont repêchés dans la Ligue nationale. Mignot, troisième ronde par Vancouver. Et Price, troisième ronde par Seattle. Price, 84e au total, et Mignot, 89e au total. Fait que ça se ressemble beaucoup, les deux. Donc, c'est ça. Les deux, c'est des bons patineurs, sont capables de faire une bonne première passe, sont quand même capables de créer de l'offensive. Mais c'est ça. Aucun entraînement, ça a été un peu. Les deux, en général, c'est des gars un petit peu. Surtout Price, un peu passif, mais c'est un excellent patineur. Puis Mignot, un petit peu plus d'énergie, mais peut-être pas aussi habile sur le patin que Price. Mais je trouve que les deux amènent à peu près la même chose sur la patinoire. Donc on verra, mais ce ne sera pas des joueurs qui vont jouer un grand rôle pour l'équipe Canada, selon moi, cette année. Zane Parekh, pour moi, il n'a pas connu une superbe saison jusqu'à date, si tu compares, mettons, à l'année passée. Et également, il n'a pas connu un bon camp d'entraînement, mais je l'aurais quand même pris dans mon équipe, parce que c'est un joueur dynamique. S'il y a une blessure sur un gars comme Eki, Bong, ça prend quelqu'un qui est capable de prendre des minutes puis jouer un gros rôle dans l'équipe. Puis, moi, personnellement, je ne suis pas convaincu que Gibson est capable de faire ça. Tarek aurait pu le faire, même si tu le regardais jouer au camp d'entraînement, il n'avait pas l'air d'un joueur qui aurait dû faire l'équipe Canada. Mais je l'aurais quand même pris. Oh, tu commences comme 7e défenseur, puis tu vois, j'ai comme l'impression que dans des grosses parties, des grands moments, c'est un gars qui pourrait très bien faire. Donc, c'est ça. Et Matthew Schaefer, pour terminer les défenseurs, ben, il a joué une partie. Écoute, même à 17 ans, avec Molendyk, selon moi, ça va être le meilleur défenseur d'équipe Canada junior. C'est sans doute le gars qui va runner l'avantage numérique pour l'équipe. Intelligent, créatif, super bon coup de patin, bonne vision. Il n'y a rien de trop négatif à dire sur Matthew Schaefer. Là. Donc, les attaquants, maintenant, Devin Barkey, moi, je l'avais dans mon équipe, dans mon alignement que je vais vous montrer après, là, mais je l'avais, mais je ne suis pas nécessairement surpris qu'il ait été coupé. Je n'ai pas trouvé qu'il a assez bien fait au camp pour s'assurer d'un poste, mais je l'aurais quand même gardé comme joueur de profondeur. Ils ont choisi d'autres joueurs de profondeur à sa place. J'aurais sûrement pris lui avant Pinelli. Sûr et certain, j'aurais pris Barkey avant. D'autres joueurs de profondeur comme les Calaford, les Gauthier, Baudouin. C'était une bonne compétition, honnêtement. Tu peux argumenter sur que Barkey aurait dû le faire, que Gauthier n'aurait pas dû le faire. Moi, j'avais Barkey avant Gauthier dans mon alignement. Mais c'est ça. C'était quand même sérieux. C'est pas de quoi qui me fâche trop qu'il ne fait pas l'équipe. Cole Baudouin, gros sens, c'est ces deux. Le joueur le plus physique de l'équipe, honnêtement. Je pense que c'est un joueur qui va avoir une grosse importance dans l'équipe à cause de sa présence physique, sa présence en échec avant, la façon qu'il tue des punitions, qu'il peut jouer au centre, peut jouer à l'aile. Surtout sur une petite patinoire, il va encore mieux performer parce que c'est pas nécessairement un gars qui a un coup de patin incroyable. Là. Son coup de patin, c'est un peu la déficience de son jeu, mais sur une petite glace, c'est pas super. C'est moins important. Mais c'est un gars qui va être super populaire avec la foule à Ottawa. C'est un gars qui vient de la région d'Ottawa. Puis c'est un gars qui frappe dur. Donc, quand il va frapper, là, c'est lui qui va mettre de l'action dans la place. Donc, je suis très content qu'il ait fait l'équipe. Il a raté le début du camp d'entraînement. Je pense qu'il avait bloqué un tir avec sa main, je pense, si je m'amuse. Mais quand il a joué les deux parties, il a été très bon, surtout la première partie. Catafort, encore une fois, c'est un peu la même chose que Baudouin.
Il est arrivé au camp blessé, c'est qu'il a raté tout le camp d'entraînement sauf la dernière partie, vendredi. Puis il a été quand même assez bon, cette partie-là. Donc, je suis content qu'il ait fait de l'équipe parce que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup qui, qui peut jouer au centre, peut jouer à l'aile gauche, peut jouer à l'aile droite. Il peut t'amener un peu d'offensive, il est bon défensivement, il peut jouer sur ton désavantage numérique, il peut jouer une game physique. Donc, c'est un peu un couteau suisse, là. Mathieu Catafort qui est repêché par Vegas. Catton, évidemment, sa vitesse ressort beaucoup. Donc, c'était un camp correct pour lui, mais son poste était presque assuré, là. Donc, il va avoir un rôle offensif dans l'équipe. Easton Cowan n'a pas joué, est blessé. Andrew Crystal, il a pas mal fait au camp, mais je ne le voyais pas déloger n'importe qui dans le top 6 d'équipe Canada junior. Donc, pour lui, c'était une mauvaise nouvelle. Fallait qu'il déloge un de ces gars-là, puis il n'a pas été capable. C'est un joueur hyper talentueux, créatif, mais c'est pas un joueur nécessairement que tu peux faire jouer sur une troisième, quatrième trio. C'est pas un joueur physique, c'est pas un joueur rapide. Donc, son pace, il manque un peu. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que faut que ce soit un joueur qui performe sur son top 6, sinon ça marche pas trop pour lui dans un alignement. Puis ça va être la même situation pour lui quand il va essayer de percer la LNH. Là, ça va être la même situation. Étienne Gauthier, je pense qu'il a connu un camp correct. Il a compté un beau but. Si je m'amuse, c'est la deuxième partie. Mais c'est un gars qui va jouer un rôle de profondeur dans l'équipe, qui pourrait tuer des punitions, jouer une game physique. C'est un joueur quand même intelligent. Mais j'ai pas trouvé son camp si bon que ça. Donc, c'était une des raisons pourquoi je ne l'avais pas dans mon club. Dans mon club que je vais vous montrer par après. Là. C'est pas comme un mauvais camp, mais j'ai juste choisi d'autres joueurs à sa place pour faire l'équipe. Il va jouer sur soit une troisième trio, quatrième trio, qui va avoir une présence physique. Et sans doute jouer peut-être en désavantage numérique. Là. Ça va être un peu ça son rôle. Riley Height, sans doute même histoire que Crystal. Pas assez bon pour jouer sur un top 6 et pas assez de coups de patin ou de hargne pour jouer sur un troisième ou quatrième trio. Fait que, si tu ne voyais pas jouer sur un top 6, c'est sûr qu'il ne faisait pas l'équipe selon moi. Là. Tanner Howe, bon, la différence entre Tanner Howe et un Riley Height et Andrew Crystal, c'est que Tanner Howe, il joue une game très physique. Donc, c'est un gars qui a même beaucoup d'énergie. C'est un peu la différence entre lui et Crystal puis Riley Hyde. Il est capable d'adapter son jeu et jouer une game en anglais, on dit il devient un grinder. C'est ton troisième ou quatrième trio. Il frappe. Bon échec avant. Donc, quand on parle souvent des joueurs qui s'habituent qui s'ajustent à un nouveau rôle, ben c'est exactement ce que Tanner Howe a fait. Luchenko, pas un camp d'entraînement si bon que ça, mais c'est un joueur qui est tellement bon sans la rondelle. Excellent coup de patin. Il a fait un repli défensif. C'était dans le match numéro 1, je pense. C'était de toute beauté. C'est là que tu as vu toute la qualité de son patinage. Si tu regardes l'année passée au tournoi des U18, il avait fait un job incroyable en finale contre James Haggins. Donc, c'est un gars qui est capable de jouer contre les meilleurs joueurs adverses puis les shutdowns. Même si c'est pas connu un super camp d'entraînement, je suis pas surpris qu'il ait fait l'équipe. Martin, écoute, il a montré des beaux flashs durant les deux parties. Ça n'a pas été des matchs incroyables pour lui, mais il a fait ce qu'il avait à faire pour faire l'équipe. C'était quand même, je pense, assez évident qu'elle allait faire l'équipe. Là. Même chose pour McKenna. Ça n'a pas été un camp d'entraînement à tout casser. Ça reste que c'est pas mal le meilleur joueur de la Ligue canadienne et le plus jeune dans l'équipe. Donc, la partie numéro 1, il a juste joué une des deux parties. Ça a été, si je pourrais être gentil, je vais dire que c'était correct. Ça n'a pas été une grande partie de sa part, mais on sait tout qu'est-ce qu'il est capable de faire sur la patinoire. Là. Bradley Lando n'était pas là, donc j'en parlerai pas, mais il a fait l'équipe pareil.
qui arrive de la Ligue américaine. Luca Panielli, une des grosses surprises selon moi. C'est sûr que si ça serait n'importe quel autre entraîneur que l'entraîneur actuel, je pense pas qu'il aurait fait l'équipe. Mais évidemment, le coach de l'équipe Canada Junior le connaît bien. Ça fait quoi, 3-4 ans qu'il coach. Donc, c'est pas nouveau, là, la politique, il y en a toujours eu dans le hockey, puis il va en toujours en avoir. Là. Donc, j'ai pas trouvé qu'il y a eu un camp d'entraînement correct. Mais pour des joueurs de profondeur, j'aurais pris, comme je vous disais tantôt, là, un Denver Barkey avant lui. Donc, c'est ça. Puis, il y a d'autres joueurs de talent qui n'ont pas fait de l'équipe aussi, qui auraient sans doute mérité de le faire à la place de lui. Mais c'est pas un mauvais joueur. C'est un gars qui a un excellent lancer, qui est capable de créer l'offensive avec son lancer. C'est un gars qui compétitionne. C'est un petit joueur, 5 pieds 8, 5 pieds 9. Pas vraiment, il n'est pas un bon coup de patin. C'est pour ça que ça va être très difficile pour lui et la Ligue nationale. Dans ce tournoi-là, il devrait être correct. Mais je pense pas que c'est un gars qui va avoir un grand rôle aussi. Là. Carson Rakoff, c'est un gars qui a joué l'équipe l'année passée. C'est un gars qui a beaucoup de talent. Son problème à lui, c'est surtout son niveau de compétition. Des fois, il y a beaucoup de hauts et de bas. Dans la Ligue d'Ontario, il y a beaucoup de critiques envers lui parce que c'est pas un gars qui performe dans les séries, mettons. Quand les matchs sont plus serrés, sont plus tough, il disparaît un peu. Mais en tout cas, il a un bon camp d'entraînement. C'est un gars qui a beaucoup d'habileté, un bon gabarit. Il suffit juste de bien performer dans les gros moments dans le tournoi. Puis le Canada a quand même la profondeur, fait qu'il faut qu'il performe quand même. Sinon, il pourrait perdre son poste dans l'équipe. Il y aurait des gars sur leur troisième, quatrième trio qui pourraient monter. Là. Callum Ritchie, qui a commencé l'année dans la Ligue nationale avec l'Avalanche. Un camp correct, mais comme plusieurs d'entre eux, son poste est assuré. Donc, il a juste fait assez pour faire l'équipe. Kat Seneke, wow, OK. C'est là la grosse controverse du camp, selon moi. Au début, il n'avait pas été invité, puis j'avais pas été très surpris. Il méritait d'être là, évidemment. Si on parle juste côté hockey, là, il méritait d'être là. Et après ça, ils l'ont invité quand Cowan s'est blessé. Ça, j'étais surpris. Puis après ça, il arrive au camp. C'était le meilleur joueur sur la patinoire, la partie numéro 1. Il avait vraiment bien fait. Il n'y a pas grand-chose qui marchait pour l'équipe Canada dans la première partie. Sauf que Seneca était capable de créer de l'offensive dans les 2 premières périodes. Puis la troisième période, ça a été encore mieux. Puis là, l'équipe Canada, en général, a mieux performé en troisième période. Il y a de la belle chimie entre lui et Rakoff. Et qu'est-ce qui arrive à la partie numéro 2? On sépare Rakoff et Seneca. Peut-être qu'ils ont trop bien fait à la partie numéro 1, je ne sais pas. Seneca, c'est pas comme Riley Height, c'est pas comme Crystal. C'est pas juste un bon joueur de talent, c'est je vais te dire, c'est une superstar. Puis qu'il fasse pas l'équipe. Il n'y a personne d'aussi hot que lui dans la Ligue canadienne. Là. Je pense qu'avant le camp d'entraînement, il y avait comme 11 points dans ses 3 derniers matchs. Presque, on dirait qu'à chaque match, il compte un but du calibre là, des jeux de la semaine. Puis même au deuxième match au camp, il a bien fait. Pas aussi bon que le premier match, mais quand même. Moi, je pensais qu'il y avait. Si c'est une décision juste hockey, selon moi, il était facilement dans l'équipe. Mais non, ils l'ont coupé. Donc, comme je vous dis, si c'est une décision hockey, c'est très regrettable comme décision. Matthew Wood, c'est un vétéran d'équipe l'année passée et il a été coupé. C'est un gars qui joue à l'Université du Minnesota cette année. Il jouait à Yukon les 2 années avant. Donc, il a fait l'équipe l'année passée, mais il n'a pas connu un bon tournoi. Son plus gros problème, c'est son manque de vitesse qui ça s'est jamais amélioré. Et c'est un gars qui est soft. C'est pas un gars qui compete. Ça a été un petit peu mieux dans le deuxième match, mais tu voyais qu'il savait. Je pense qu'il savait qu'il était un peu dans le trou pour faire l'équipe. Fait qu'il a vraiment, vraiment tout donné dans le deuxième match. Mais ça devrait être ça à toutes les parties. Première partie, son niveau d'effort n'était pas là. Puis, quand tu as
tu es un patineur en bas de la moyenne, puis tu ne donnes pas un grand effort sur la patinoire, c'est jamais un bon signe. Donc, selon moi, il ne méritait pas d'être là. Fait que j'étais quand même content quand j'ai vu que Hockey Canada l'ont pas mis dans leur alignement. Je suis comme OK, OK. Le camp d'entraînement sert encore à quelque chose, là. Puis, le dernier joueur, c'est Braden Yager. Un peu similaire à Richie. C'est un gars qui a fait ce qu'il avait à faire au camp d'entraînement. Il savait qu'il ferait l'équipe, à moins d'un camp d'entraînement désastreux, là. Donc, c'est ça. Yager, il a fait ce qu'il avait à faire et il a fait l'équipe. Donc, en général, c'était quand même un bon événement de 2 jours pour moi. L'équipe en général, je trouve qu'il manque un peu de punch à l'attaque. Tu sais, si tu regardes les autres formations dans le tournoi, c'est pas super relevé. Honnêtement, je regarde l'équipe Canada, je regarde l'équipe États-Unis, l'équipe Suède. Selon moi, c'est les 3 favoris du tournoi. Puis, demain, je peux dire que le Canada va gagner la médaille d'or. Le lendemain, je pourrais dire les États-Unis. Puis le jour après, je te dirais la Suède. Puis chaque équipe se vaut, honnêtement. Chaque option se vaut pour la médaille d'or. Fait que ça va être. Je pense pas qu'il y ait une équipe qui arrive au tournoi là, super favorite. Chaque équipe a un peu certains points forts, certains points faibles. On verra. Donc, je vais vous montrer mon équipe que moi j'avais fait après la deuxième journée. Juste avant que ce soit que la formation soit présentée. Donc, mon équipe à moi, je vais vous trouver ça ici. J'avais mis ça sur Twitter. C'est ça. Je regarde mes attaquants, j'avais mis Cowan, Richie, Seneca, Rakoff, Jagger, Nadeau, McKenna, Catton, Morton, Tanner Howell, Luchenko, Baudouin, Calafort et Parkey. C'est ça. Fait que les 2 derniers, en fin de compte, Barkey, c'était mon dernier attaquant que j'avais choisi. C'était entre lui et Gauthier. Puis j'avais décidé d'y aller avec Barkey, mais c'était super serré à la fin. Défenseur, j'avais Dickinson, Bonk, Wallendyke, Akey, Schaefer, Mignot, Price et Parek. Donc, même chose que l'équipe Canada, excepté j'avais Parek au lieu de Gibson. Et j'avais les mêmes 3 gardiens, George, Bjarnarsson et Ivankovic. Donc, on verra ce que l'équipe Canada va faire. Et ça reste quand même un tournoi, comme à chaque année, super intéressant. Donc, je vais passer au deuxième sujet du balado. Ah, j'ai dit balado. Habituellement, je dis tout le temps podcast, mais en français, c'est vraiment balado. Donc, deuxième sujet, c'était le match des espoirs de la Ligue junior maritime du Québec. Ça a été annoncé la semaine passée, qui est un match qui va regrouper les meilleurs espoirs pour le repêchage 2026 de la Ligue junior maritime du Québec. Donc, 40 joueurs, ce qui est beaucoup. Ce qui est quand même le fun. Une petite tape dans le dos pour moi, c'est que j'en avais parlé au mois de septembre. J'avais donné mes conseils ou mon idée pour ce match-là. On ne connaît pas tous les détails encore, parce qu'il y en a aussi le match des espoirs qui aurait lieu le 13 septembre 2025. Et je ne savais même pas que le match que c'était annoncé, puis j'avais déjà reçu des messages textes de recruteurs qui me disaient ça n'a pas d'allure faire ça le 13 septembre. On n'est même pas au Québec. Pour savoir, là, les recruteurs à la mi-septembre la plupart d'entre eux sont avec leur équipe de la Ligue nationale pour les camps de recrues, les tournois de recrues, puis les camps d'entraînement de la Ligue nationale, habituellement, commencent de 15, 16, 17, 18 septembre. Fait que la date ne marchait pas vraiment. Mais de ce que j'ai compris, c'est que il y a très bonnes chances que la date va être changée, ce qui est la bonne chose à faire. Je sais pas. La Ligue d'Ontario l'a fait au mois de janvier. Selon moi, c'est le meilleur moment de l'année pour le faire.
faire ça au milieu du mois de janvier ou à la fin du mois de janvier ou même début février, je pense que c'est correct. Mais c'est ça, au début de l'année, c'est de un, tu as les recruteurs qui sont pas vraiment là. De deux, c'est beaucoup trop de bonheur dans la saison, je trouve. Et surtout que tu as des joueurs recrues que pas tout le monde connaît. Des joueurs européens qui arrivent, qui n'ont pas joué une partie encore dans la ligue, puis là, on les met-tu dans un match d'espoir, on les met pas, on les connaît-tu, on les connaît pas. Encore une fois, j'aime l'idée, mais c'est sûr que la date du match faisait pas de sens. Fait que euh, je pense que c'est Stéphane Leroux qui a tweeté que la date devrait être changée. Ça n'a pas été annoncé encore, là, mais fait que j'aime l'idée, comme je l'avais parlé au mois de septembre. Fait que c'est sûr que je suis en accord avec ça. Donc, les choses qui vont rester à vérifier, c'est qu'on va-tu mettre 40 joueurs qui sont des joueurs de première année éligibles pour le repêchage, ou on va rajouter des joueurs de deuxième année, troisième année d'éligibilité, peut-être même des joueurs de 20 ans. J'ai vu quelques joueurs de 20 ans dans le match des espoirs en Ontario sur l'alignement. Je pense un ou deux par équipe, là. Et vous allez me dire, ben, pourquoi des joueurs de 20 ans dans un match d'espoir? Ben, des fois, c'est des joueurs qui peuvent signer des contrats LNH. Puis le but de ce match-là, c'est toujours donner la visibilité à tout le monde. Donc, est-ce que ça pourrait aider quelqu'un à avoir un contrat NHL? Peut-être. C'est sûr qu'on s'entend, là, 40 joueurs éligibles pour le repêchage dans la Ligue junior majeure du Québec, là, Ligue junior maritime du Québec, c'est beaucoup de joueurs. Les années passées, il y a eu 15 joueurs repêchés, 13 joueurs. Fait que c'est sûr que 40, c'est beaucoup. Même moi, j'avais donné l'idée, si tu as des 16 ans, des joueurs de 16 ans qui dominent, mais là, c'est une partie pour promouvoir la Ligue. C'est aussi une espèce de PR. C'est une partie pour le PR de la Ligue. Donc, monte tes plus beaux atouts que la Ligue a. Fait que c'est peut-être des joueurs de 16 ans qui sont super bons. C'est sûr qu'au mois de septembre, ça va être difficile de savoir c'est qui, mais c'est plutôt au mois de janvier, puis tu as des joueurs de 16 ans qui font souvent un point par match. Pourquoi pas les inviter? Montre qu'est-ce qu'il y a de beau dans la Ligue, qu'est-ce qui est bon dans la Ligue. Donc, c'est ça. J'aime l'idée. Ça ressemble pas mal à ce que j'avais dit au mois de septembre. Quelques points d'interrogation pour les détails du match. Évidemment, la date. Est-ce qu'il va y avoir des joueurs de 20 ans? Est-ce qu'il va y avoir des joueurs de 16 ans? J'aime l'idée. C'est super important de mettre un peu plus d'emphase sur les talents d'ici. Aider à leur donner le plus de visibilité possible. Parce que, tu sais, un joueur qui est mettons un joueur qui joue dans une région, mettons à Breton, l'année prochaine à Terre-Neuve ou à Vador. Des fois, ces jeunes-là, des fois, qui sont. Bon, je parle pas d'un top prospect, là, je parle d'un joueur qui peut-être qui pourrait se faire repêcher en 6, 7e ronde, peut-être pas. Juste un match avec un grand auditoire comme ça pourrait les aider. On ne sait jamais. Donc, c'est un peu la job de la Ligue d'aider à promouvoir le plus possible leurs jeunes joueurs et leur donner le plus d'opportunités pour démontrer leur talent. Donc, c'est ça. En terminant, j'aime beaucoup l'idée. Il reste quelques détails à finaliser, je pense. Mais c'est ça. Ça va être à Sherbrooke. Si ça ne change pas, ça va être à Sherbrooke. Puis j'ai hâte de voir ça l'année prochaine. Et ben, c'est ça qui va mettre fin à l'épisode de cette semaine, qui est aussi le dernier avant le temps des fêtes. Donc, je vais prendre l'occasion pour vous souhaiter un bon temps des fêtes avec votre famille, un bon championnat du monde junior également, qui est devenu un classique du temps des fêtes. En plus, cette année, les matchs vont être le soir, donc pas obligé de se lever à 6 h du matin pour les voir pour tout le monde, là. Aussi, je veux remercier tout le monde qui ont écouté les épisodes de Zone Junior, qui se sont abonnés à la chaîne, qui encouragent soit sur les médias sociaux comme TikTok, comme Instagram, ceux qui me suivent sur Twitter, X, Blue Sky, n'importe où. Donc, merci à tout le monde.
Et bon temps des fêtes, bon championnat du monde junior, puis on se reparle en 2025, quelque part au mois de janvier. Merci tout le monde.